tranquillement, on devrait y arriver. En fait, c'est exactement ce que vous faites, c'est particulièrement adapté pour les ordinateurs. Les ordinateurs sont bêtes et méchants, ils savent faire que des instructions simples, claires et précises. Par contre, eux, ils les font sans se tromper. Eux, si on leur a donné le bon algorithme, ils vont au résultat voulu et ils ne se plantent pas comme nous en cuisine. D'accord? Mais voilà, c'est le principe d'un algorithme. Donc, une recette, en fait, c'est vraiment un algorithme. D'ailleurs, on vous a écrit des recettes en pseudocode, donc je vous montre comment fonctionne un instant. Donc, le pseudocode, en fait, c'est une étape intermédiaire entre, on va dire, le langage naturel, c'est-à-dire nous, l'idée qu'on a de comment arriver à quelque chose, qu'on exprimerait en français de manière pas forcément super précise, claire, etc. Donc, c'est une étape intermédiaire dans le sens où on va vraiment préciser les étapes de manière un peu méchante. Par contre, ce n'est pas un langage que comprend un ordinateur. D'ailleurs, on va l'implémenter dans un langage de programmation. Les langages de programmation, il y en a des tonnes, comme des langues naturelles. On peut dire la même chose de plein de façons différentes à un ordinateur. Donc là, c'est vraiment l'étape 1 avant d'écrire le programme. Donc vous allez poser votre recette là. C'est une vraie recette de cuisine. Vous allez la lire. Et comme dans tout programme, il y a des entrées. Les entrées d'une recette de cuisine, c'est les ingrédients. Donc dans le panier qui est là, une fois que vous avez lu votre algorithme, il va falloir que vous posiez des ingrédients dans les bonnes quantités. D'accord? Si vous avez bon, la lumière verte va s'allumer. Ensuite, le programme s'exécute et on a le résultat voulu, c'est-à-dire un plat. Vous le posez là, si la lumière verte s'allume, vous avez bon. Déjà, vous savez que la recette 1, c'est pas le riz puisque ça ne s'est pas allumé. D'accord? Énorme avantage donc dans ces recettes, qui plus est, vous allez retrouver, petit jeu de mots, tous les ingrédients qu'on trouve dans des algorithmes. En fait, il n'y en a pas beaucoup. La programmation, fondamentalement, c'est pas très difficile. Quand vous voulez apprendre un langage de programmation, vous avez à peu près 5 mots de vocabulaire à apprendre. Une langue naturelle, c'est 3000 mots de vocabulaire pour pouvoir commencer à parler à peu près. Si on veut parler bien, il en faut beaucoup plus. D'accord? Un langage de programmation, honnêtement, il y a 5 ingrédients principaux. Et on les retrouve en cuisine. Il y a ce qu'on appelle la boucle de répétition, un nombre fixé de fois. C'est-à-dire, on demande à l'ordinateur de répéter un certain nombre de fois quelque chose. Quand est-ce qu'on trouve ça en cuisine? Dans les recettes. Oui, mais donne-moi un exemple. Dans les recettes, comment tu trouves ça? Refaire les couches le même nombre de fois. Ouais. Les couches de lasagne. Ouais, par exemple, refaire des couches de lasagne, répéter 3 fois, voilà. Même encore mieux, casser 3 œufs. Casser 3 œufs, c'est répéter 3 fois, casser un œuf. D'accord? Je casse un œuf, je répète, je casse un deuxième œuf, je casse un troisième œuf. Un ordinateur, on va être bête et méchant, on lui dira répéter 3 fois, casser un œuf. D'accord? Casser 3 œufs, il ne comprend pas. Répéter 3 fois, casser un œuf, il comprend bien. D'accord? Il y a les boucles de répétition qui ressemblent plus à la vôtre, jusqu'à un temps d'arrêt. C'est par exemple refaire des couches jusqu'à l'épuisement des ingrédients. Ou mélanger la pâte jusqu'à ce qu'elle ait la bonne consistance. Ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. D'accord? On répète jusqu'à ce que quelque chose arrive. Ça, c'est le deuxième mot de vocabulaire. Le troisième, c'est des instructions qu'on appelle conditionnelles. Si l'eau est bouillante, mettre le riz. Si elle n'est pas bouillante, sinon, attendre un peu, quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise aussi en informatique. Si quelque chose est vrai, on fait ça. Sinon, on fait autre chose. Et les deux derniers ingrédients, c'est ce qu'on appelle les appels à des sous-programmes. Donc les appels à des sous-programmes, vous l'avez en cuisine. Quand vous avez des recettes de dessert un peu compliquées, on va vous dire au milieu, faire une crème anglaise. Faire une crème anglaise, en fait, vous allez chercher la recette de la crème anglaise ailleurs dans le livre. D'accord? C'est un sous-programme. Une sous-recette qui est utilisée. Peut-être qu'on vous dira, faire une crème anglaise avec 4 œufs. Et le avec 4 œufs, c'est ce qu'on appelle une variable. Une variable, c'est le cinquième ingrédient. C'est typiquement, je peux faire une crème anglaise avec 4 œufs, avec 6 œufs, avec 8 œufs, avec 10 œufs. C'est là que ce sera utile de savoir faire des proportions. Si ma recette elle est avec 4 œufs et que la variable c'est faire une crème anglaise avec 8 œufs, il va falloir que je multiplie tout par. D'accord? Dans l'ordinateur, très souvent, on va lui écrire la recette avec directement une variable, le nombre d'œufs, et il va faire la multiplication directement tous les ingrédients qu'il faut pour que la recette marche pour n'importe quel nombre d'œufs qu'on lui donne en nombre. Quand vous avez ces 5 mots de vocabulaire, à peu près sans vous mentir, vous pouvez à peu près programmer ce que vous voulez. Il n'y a plus ça. C'est génial. On fait des trucs hyper compliqués avec juste 5 mots de vocabulaire. Après, c'est comment on les avance les uns derrière les autres.
plein de choses, on s'est fait plein de blocs déjà préprogrammés qu'on peut appeler, plein de sous-programmes qu'on peut appeler, et ça, il faut les apprendre si on veut aller plus vite. Mais honnêtement, avec ces 50 vocabulaires, vous programmez ce que vous voulez. C'est quand même pas mal. Par rapport à apprendre le chinois, c'est un peu plus facile. Donc voilà, le petit jeu, vous les trouverez tous, ces ingrédients, dans les 3 recettes qui sont là. Ensuite, deuxième stand, c'est soirée smoothie ce soir. Et j'ai envie d'inviter plein d'amis. Alors voilà, et là je me retrouve face à mon problème de mal rangé. Il y en a qui sont sur Marmiton, il y en a qui sont dans des classeurs, il y en a qui sont sur des post-it, il y en a qui sont vraiment bref, c'est le bordel. Hein. Que celui qui a bien rangé ses recettes chez lui me jette la première pierre. Et puis le deuxième truc qui est encore plus compliqué, c'est ce que mes amis aiment ou n'aiment pas. Parce qu'il y a un tel qui est allergique au kiwi, il y a un tel qui n'aime pas l'orange, il y a un tel qui n'a pas aimé mon smoothie qu'il a bu. Et tout ça, je l'ai comme information, pareil, sur des post-it, des SMS, du genre, ah, c'était pas terrible ton truc hier soir, enfin voilà. Toutes ces informations qu'on va appeler des données, se retrouver dedans, c'est pas forcément simple. Google, il cherche parmi une masse de données en bordel, incroyable. Il cherche sur toutes les pages internet. En fait, si vous le laissiez chercher comme ça, bêtement, il ne trouverait jamais. Il faut faire ce qu'on appelle une organisation des données en amont. Ce que nous, on ne fait jamais en cuisine, parce qu'on n'a pas trop de données, donc on s'en sort, c'est dans notre tête. Mais ce qui pour un ordinateur est vachement important. Le jeu, là, c'est un jeu à deux, vous mettrez deux côtés du petit triangle là, en bois, et vous aurez des questions à vous poser. Et d'un côté, vous êtes dans la version mode cuisine, et de l'autre côté, vous êtes dans la version informatique. Et vous essayez de voir de quel côté vous répondez aux questions le plus vite. Je pense que vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un côté qui est sympa, l'autre qui est un peu casse-pied. Ensuite, alors celui-là, il a été mélangé. Hop, on va essayer de mettre dans l'ordre. J'ai pas l'air, j'ai là. Voilà, je dois tout avoir. Non, j'ai pas tout. Le jaune, c'est là. Et il me manque un vert. Quelque part. Il faudra le retrouver pour celles et ceux qui. Toutes celles et tous ceux qui ont un peu cuisiné et qui ont eu un gros repas à préparer, genre pour Noël ou pour je ne sais quoi, avec plein de monde et plein de plats, savent qu'il faut un peu s'organiser en cuisine. Et c'est exactement le problème. Alors je vais prendre le menu le plus immonde de la Terre. Merci les scénographes, quand on a fait l'expo, ils nous ont dit on va vous mettre des menus dans les couleurs vertes. Alors vous nous trouvez des plats dans les couleurs vertes. Alors je suis désolé, on vous a concocté endives braisées, lasagne aux épinards et cheesecake côté vert. Vous en pensez ce que vous voulez. Moi je préfère largement le menu dans les tons orangés, marron, avec des fondants au chocolat, des choses comme ça. C'est question de goût. Donc il faut quand même que je le prépare ce menu. Alors qu'est-ce qui se passe? Chaque plat a un temps de préparation et un temps de cuisson. Quelle est la règle du jeu? Je suis tout seul ou toute seule en cuisine, donc je ne peux pas préparer deux plats à la fois et je les prépare les uns derrière les autres. Donc je peux par exemple commencer par préparer ce plat-là, 15 minutes. Je vais le placer là, donc c'est un petit couteau, et puis vous verrez, il y a un petit couteau ici. Et donc je peux le mettre au four. La deuxième règle, c'est que je ne peux mettre au four mon plat que quand il est prêt. Donc au bout des 15 minutes, je peux mettre mon plat au four. Évidemment, pendant que le premier plat cuit, je peux en préparer un. D'accord ? Mettre au four, ça prend rien. C'est mis dans le four. J'en prépare un deuxième, qui dure 11 minutes. Évidemment, j'aurais envie de le mettre au four dès qu'il est prêt. Sauf que le four est pris, et que je n'ai qu'un four. Je suis tout seul et toute seule à préparer, mais je n'ai qu'un four. Donc il faut que j'attende que le premier plat sorte du four pour mettre le deuxième. D'accord ? Je prépare mon dernier plat, il faut que j'attende, je le mets au four. Conclusion, j'ai terminé de préparer mon menu au bout de 60 minutes. Question, est-ce que j'aurais pas pu m'y prendre autrement pour aller plus vite? C'est ce qu'on appelle en informatique des problèmes d'ordonnancement que vous retrouvez en entreprise en permanence. Ici, on l'a pris sur la cuisine, préparation, cuisson. Pensez à une imprimerie, imprimer un livre, le relier. C'est le même problème. Il faut l'imprimer, puis le relier. J'ai des livres qui sont longs à imprimer, courts à relier, des livres qui sont courts à imprimer, longs à relier. Comment j'en fais le plus possible dans la semaine? D'accord? Comment j'organise mon emploi du temps en fait pour en faire le plus possible? Là, c'est comment j'organise mon emploi du temps pour finir le plus vite possible. Alors, ça, c'est vraiment un atelier de recherche. D'accord? Donc, vous allez essayer
Et puis vous allez venir me voir en me disant ah, est-ce que j'ai mieux? Et je vous dirai bah non, cherchez. Enfin, je vous dirai pas bah non, je vous dirai d'après vous. Et donc le deuxième temps, et je serai là pour vous aider, c'est de raisonner. C'est de se dire ok, j'ai trouvé ça, est-ce que je suis sûr que c'est vraiment le meilleur temps possible? Bon. Menu 1, menu 2, ça va, 3 plats. Menu 3, 6 plats. Et pour les plus accrochés, vous prenez les 12 plats des 3 menus et vous me les faites rentrer en moins de 3 heures. C'est-à-dire dans la baraque qui est là. Parce que ça s'arrête au bout de 3 heures. D'accord? Ça, c'est un petit défi. Il y aura des petites récompenses pour vous savez, ceux qui y arrivent. Donc voilà, après, on les mélange. J'ai voulu faire des cookies au chocolat. J'ai pris mon chocolat en poudre. Et au lieu de mettre du sucre, j'ai mis du sel. Et j'ai commencé à mélanger. Qu'est-ce que je fais? Et ben non, tu laisses comme ça si tu trouves une nouvelle recette, c'est bien. Une nouvelle recette, alors 100 grammes de sel dans les cookies, là, c'est bon, j'ai même pas besoin de la faire à la On jette? On met plus de farine. Comme ça, tu adoucis le sel. Pour compenser les 100 grammes de sel, il va falloir y aller, pourquoi pas? Ouais, hein? Ouais, on jette. Pourtant, c'est idiot parce que finalement, quand vous êtes en voiture, par exemple, ou en vélo, vous allez d'un point A à un point B. Vous savez très bien revenir au point A. D'accord? Peut-être pas par le même chemin d'ailleurs. Vous savez revenir. Mon grain de sel. Au début, j'ai fait un petit tas de sel, un petit tas de chocolat, cacao. J'ai mélangé. Mon grain de sel s'est promené. Il pourrait très bien revenir au même endroit. Donc, tous mes grains de sel pourraient très bien revenir au même endroit. Ce serait malin quand même. Parce que j'aurais mon petit tas de sel, mon petit tas de cacao, je pourrais enlever le sel et puis recommencer, non? Vous croyez qu'on peut y arriver? Bon, regardez ici, regardez. Regardez, venez voir cette vidéo, regardez. Pas avec du sel et du cacao, c'est trop petit, mais avec des belles billes, regardez. Je mélange. Bon, ça m'a pris pas mal de temps. Mais j'ai quand même réussi à tout remettre dans l'ordre. Alors la question c'est, ouais, il y en a qui ont tout de suite vu comment c'était fait. Grain par grain, ils pourraient tous revenir à leur position, mais qu'ils reviennent tous ensemble, c'est compliqué. Donc le quiz il est fait pour ça, pour justement travailler votre intuition du hasard et bien comprendre ce problème de mélange et de démélange. Qu'en mathématiques on va appeler les problèmes d'entropie. Donc c'est vraiment un truc, les mathématiques sont formelles, il faudrait bien trop longtemps. Ensuite, une fois que j'ai fait mes cookies, on va les cuire. Alors, petite question, tiens, pour celles et ceux qui cuisinent. Donc, quand on veut cuire quelque chose, en fait, on transfère de la chaleur. On passe de la chaleur dans l'aliment, donc il chauffe. Combien y a-t-il de façons en cuisine de transférer de la chaleur? 3 principales. Quels sont les modes de cuisson qui sont complètement différents les uns des autres? Au micro-ondes et les modes de cuisson. Au four, au micro-ondes. Et au feu, sur un pâte de main. Ouais, et à la casserole. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Au four, on va parler de transfert de chaleur par conduction. C'est-à-dire qu'en fait, la chaleur de votre four, elle excite le bord de votre rôti ou de votre gâteau. D'accord? Donc elle agite les molécules du bord de votre gâteau, qui donc chauffe, qui excite la couche d'en dessous du gâteau, qui excite la couche d'en dessous du gâteau, etc. jusqu'au centre. D'accord? Donc c'est du transfert de chaleur par conduction, c'est-à-dire que la matière ne se déplace pas, mais juste en s'excitant un tout petit peu, elle excite celle d'après, c'est ça, se réchauffer, c'est s'exciter, d'accord? Donc ça, c'est par conduction dans le four. Le four à micro-ondes, ça fonctionne totalement différemment, c'est ce qu'on appelle les modes de transfert de chaleur par rayonnement. Bon, vous connaissez tous ça, vous allez sur la plage, vous prenez un coup de soleil. Les rayonnements du soleil font cuire votre peau. Bah, c'est exactement la même chose dans le micro-ondes, sauf que ce n'est pas les mêmes ondes, mais c'est le même principe, sauf que le rayonnement de micro-ondes excite les molécules d'eau qu'il y a dans les aliments et ça fait chauffer. Mais vous avez aussi la cuisson au barbecue. C'est le rayonnement du feu, des braises, qui vont faire chauffer la viande. D'accord? Donc tout ça, c'est les modes de cuisson par rayonnement. Et le troisième, je l'ai entendu, c'est la casserole, c'est l'induction, c'est la façon dont on fournit l'énergie. Le bouillonnement. Ouais, le bouillonnement, mais même avant le bouillonnement, c'est ce qu'on appelle le mode de transfert de chaleur par convection. Comment l'eau chauffe dans la casserole? En fait, vous chauffez par conduction le bas de l'eau, d'accord, qui est en contact avec la plaque et avec la casserole. Cette eau devient chaude et donc elle est moins dense. Et comme elle est moins dense,
elle remonte, elle se refroidit en haut, ça retombe, elle réchauffe, elle monte, etc. Donc vous avez vraiment des mouvements que vous pouvez très bien voir jeter une goutte de colorant dans une eau qui est en train de chauffer, et vous allez voir ces volumes se former. C'est aussi les courants marins. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle de la transmission de la chaleur par convection, qui est beaucoup plus rapide. Parce que là, il y a du mélange de matière. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de mettre une casserole d'eau dans un four à 250 degrés. Bon, une casserole qui tire la chaleur, donc mettez un plat à four, mettez un litre d'eau dans un plat à gâteau, et mettez le four à 250 degrés. D'après vous, au bout de combien de temps c'est monté à 100 degrés l'eau ? Une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure. C'est extrêmement long, alors qu'à la casserole, c'est 5 minutes. Pourtant, votre plaque, elle n'est pas à plus que 250. Hein. C'est pas plus chaud. C'est simplement qu'à la casserole, vous allez avoir un transfert par convection. Vous allez brasser, donc vous allez chauffer beaucoup plus vite. Dans le four, votre eau, elle va rester immobile parce qu'en fait, elle est chauffée de partout. Donc c'est les bords de l'eau qui vont être chauffés d'abord. Donc il n'y a pas ce mouvement de convection qui se crée. Et alors quand on fait au bain-marie, c'est un mélange de ce qui se passe dans le four et ce qui se passe dans le... Non, quand tu fais un bain-marie, l'intérêt c'est juste d'abord d'humidifier énormément et de laisser ton plat à 100 degrés. C'est-à-dire que même si ton four est chaud, en fait le contact entre l'eau et ce que tu fais cuire est à 100 degrés, donc tu fais cuire en fait à feu doux. Oui, mais si c'est dans une casserole, c'est plus par convection. Mais l'eau chauffe par convection, elle. Ouais. Mais ce qui est dans le... Ce qui est dedans chauffe par conduction. Ouais, c'est ça. Sauf si tu le mélanges. Auquel cas, c'est toi qui fais la convection. C'est de la triche. D'accord ? Une cuisson au four qu'on peut faire à la fois par convection, une expérience très intéressante à faire, c'est si vous voulez faire un gâteau marbré. Dans un gâteau marbré, en fait, vous utilisez à la fois la convection et la conduction. Si vous faites un gâteau marbré par pure conduction, vous n'allez pas avoir ces belles volumes dans votre gâteau marbré. En fait, ce qu'il faut faire pour faire un bon marbré, c'est que vous mettez la plaque du fond du four très chaude et vous ouvrez la porte du four, histoire que votre pâte qui est encore liquide, y ait un mouvement de convection qui se fasse. Et ça va vous faire votre marbrure magnifique. Et derrière, vous fermez la porte du four pour finir la cuisson du gâteau en conduction. Sur la conduction, il n'y a rien qui se déplace. D'accord ? Et donc vous pouvez faire de la convection dans un four, mais enfin il faut un peu tricher. Quoi. Il faut mettre la plaque du fond du four à fond et il faut ouvrir la porte. D'accord ? Donc là, alors c'est trois modes de propagation de la chaleur, trois façons de les comprendre en mathématiques complètement différentes. Donc là, on va juste faire un petit stand pour expliquer la conduction, qui est la plus simple. Parce que convection et rayonnement, c'est beaucoup plus dur. Une fois que vous avez fait vos cookies, un petit défi qui amuse tout le monde, c'est, je vous jure, ces boîtes. En plus, je suis pas vache, hein, parce que moi je fais des cookies parfaitement ronds. Nickel. La dernière fois, les 17, je les ai mis dans ces boîtes-là. Alors, une petite règle, hein. Évidemment, la boîte doit fermer à la fin, donc vous n'empilez pas les cookies. Vous ne les faites pas déborder. Il n'y a pas besoin de forcer. Et n'essayez pas de manger le dernier qui rentre dans la boîte, parce que c'est pas bon. Donc, objectif ici, on met 11, ici on met 17, ici on met 27. En mathématiques, c'est ce qu'on appelle les problèmes d'empilement optimaux. Et c'est pas toujours évident, surtout qu'on vous a évidemment mis des boîtes les plus petites possibles. D'accord ? C'est-à-dire que plus petit, vous ne pourriez pas les rendre. Donc imaginez bien que ça ne va pas être forcément si simple que ça. Et faites gaffe parce que pendant tout le temps on a cuisiné, en fait, il y avait quelqu'un qui nous espionnait derrière cette porte. En fait, c'est l'inverse, c'est vous qui allez faire de l'espionnage. Ce stand nous permet de parler d'espionnage informatique. Alors, on va imaginer, l'espionnage informatique, ça consiste en quoi ? Alors, c'est très souvent utilisé aujourd'hui, il y a beaucoup de messages ou d'informations qui peuvent être ce qu'on appelle chiffrés. C'est-à-dire chiffré, c'est-à-dire que quand on lit le message, nous, on n'y comprend rien. Pour le décoder, il faut ce qu'on appelle une clé secrète. Et cette clé, seul le destinataire ou la destinataire du message l'a, pas moi, le hacker ou la hackeuse. Et des clés aujourd'hui, dans les algorithmes cryptographiques, il y en a des milliards, de milliards, de milliards. Donc en fait, vous ne pouvez pas vous amuser à tester toutes les clés. D'accord ? C'est pas possible. Ce serait comme ouvrir une porte avec une serrure et je vous donne 1000 milliards de clés. Vous n'allez pas les essayer toutes, que vous n'avez pas le temps. Mais même un ordinateur n'a pas le temps. Des milliards, de milliards, de milliards, il n'a pas le temps de faire ça. Donc il faut récupérer des informations sur cette clé. Et alors on va utiliser l'analogie de la cuisine. Imaginez que votre grand-mère, là, elle est en train de faire un gâteau d'anniversaire. Et vous aimeriez bien avoir la recette. Ou déjà savoir ce que c'est comme gâteau. Comment vous feriez ? Toi, tu fais ça ?
Moi, la première chose que je fais, c'est que je rentre dans la cuisine. Bah ouais, c'est quand même plus simple, non? Mais tu as raison, parce que c'est pas super discret de rentrer dans la cuisine, d'accord? Si je rentre dans la cuisine, c'est ce qu'on appelle en informatique une attaque par intrusion, c'est-à-dire on s'introduit dans la machine qu'on veut espionner, d'accord? C'est pas super discret, c'est-à-dire que si vous avez des ingénieurs informatiques en face, ils savent que vous êtes rentré dedans et ils vous virent tout de suite, d'accord? Donc c'est pas une méthode d'espionnage hyper efficace, d'accord? Là, ta grand-mère, elle saura que tu es rentré dans la cuisine, elle va te ressortir de la cuisine et tu n'auras rien eu le temps de voir, d'accord? Donc, ce n'était pas une bonne technique. La deuxième technique que je vais vous montrer, après je prends la tienne parce qu'elle est géniale, c'est celle qu'on appelle par injection de faute. Vous demandez à l'ordinateur de faire des tâches, de préférence un peu absurdes, d'accord? Enfin, c'est ce que vous injectez des fautes, des erreurs dans le truc, là, et vous regardez ce qui vous répond. Et ça vous donne vachement d'informations sur le programme qu'il est en train d'exécuter. C'est pareil, c'est pas forcément super discret, parce que ça se voit, on fait des requêtes un peu débiles, mais c'est pas mal. Ouais. L'injection de faute en cuisine, discrètement, vous allez remplacer la farine par le sel. Là, je vous jure que s'il y a de la farine dans votre gâteau, vous allez le savoir. D'accord? Vous voulez récupérer la recette secrète, vous remplacez la farine par le sel, vous savez qu'il y avait de la farine dans le gâteau. Bon, évidemment, c'est pas super, parce que la farine dans le gâteau, on s'en doutait. D'accord? Si vous avez compris le principe, c'est ce qu'on appelle l'injection de faute. C'est-à-dire, on crée une erreur pour voir la réaction et ça nous donne des informations sur la recette. Et la troisième, c'est ce que tu as dit, couteau-porte. C'est ce qu'on appelle les attaques par canal auxiliaire en informatique. C'est écouter un appareil qui est en train de déchiffrer le message. Écouter en informatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire mesurer la puissance électrique consommée, mesurer la chaleur émise ou mesurer le rayonnement électromagnétique. Tout appareil électronique émet de la chaleur, consomme de l'électricité, etc. Et en fait, ça nous donne des informations sur le type de calcul qu'il est en train de faire. Ouais. Et c'est utiliser ce qu'on appelle les attaques par canal auxiliaire. Ben, c'est ce que tu vas faire. Là, ici, vous appuyez là, vous écoutez la recette qui est en train de se faire derrière. Vous n'avez que les bruits de cuisine. Alors la recette 1, on ne sait pas que vous êtes en train de nous espionner. Donc on fait juste la recette. La recette 2, on a mis ce qu'on appelle des bruits aléatoires, du bruit blanc, c'est-à-dire les bruits de cuisine, des tiroirs, tout comme ça. Déjà c'est un peu casse-pied, parce qu'il faut enlever le faux bruit du bruit de la recette. Quoi. Donc c'est un peu plus dur. Mais ça en informatique, c'est pas difficile d'enlever le faux bruit du vrai bruit. La recette 3, on sait que vous êtes en train de nous espionner. Qu'est-ce que tu ferais si c'était toi qui étais derrière, en train de cuisiner, et que tu savais que j'étais en train d'écouter aux portes? Je ferai le moins de bruit possible. Le moins de bruit possible, c'est pas possible, j'ai les oreilles très très fines. On donne des faux infos. Tu ferais des faux bruits. Ouais. On va rajouter des faux bruits. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter en cuisine comme faux bruit? La musique. Ça c'est du bruit blanc, c'est très facile de savoir que c'est pas la cuisine et de l'enlever. Et j'ai une oreille super fine, hein. Même si vous avez mis la musique à fond, j'entends les bruits de cuisine. Chouette. Oui, bon, en informatique, oui. On ferait marcher un fouet dans une casserole. Ouais, moi je vous donne un truc tout bête si vous êtes en train de sentir, par exemple, parce que je ne vais pas vous donner les trucs qu'on a fait nous avec l'oreille, mais si vous êtes en train de sentir derrière la porte, je prends mon flacon de parfum d'eau de fleur d'oranger, je l'ouvre, j'agite un peu, vous êtes derrière, vous faites il y a de la fleur d'oranger, je referme le flacon, je le remets dans le placard. Vous ne savez pas que j'en ai pas utilisé. Ça, c'est exactement ce qu'on va faire en informatique quand on sait qu'on peut être attaqué, parce que qui dit attaque dit défense. C'est-à-dire qu'en fait, on va injecter ce qu'on appelle des calculs aléatoires dans le calcul de déchiffrement. C'est-à-dire des trucs qui servent à rien, qu'on va changer en permanence, et qui vont tout simplement, qui servent à rien et qui ne changent pas le calcul à la fin, mais qui vont tout simplement perturber l'attaquant pour l'obliger à écouter beaucoup plus de fois pour s'en sortir. Voilà, c'est ce qu'on a fait dans la recette 30, le plus dur. On s'est défendu. Bon, on s'est défendu en cuisine. Donc, jalouse l'une de l'autre, ce personnage vert et jaune, d'accord? Et vous avez des bûches aux fruits, représentées par ces petites billes. Donc là, vous avez des fruits violets, orange et jaunes. Et vous allez découper votre bûche en un certain nombre de parts, avec ces paires de gâteaux. Et puis, vous allez donner une part au vert, une part au jaune, une part au vert, une part au jaune. Et la question, c'est qu'il faut que ce soit équitable. Alors le vert, il a 3 parts. D'accord? Le jaune, il en a 2. Mais l'objectif, c'est qu'ils aient autant de billes de chaque couleur, tous les deux. Donc par exemple, là, le vert, il a 3 jaunes, 4 jaunes, 5 jaunes. Alors que le jaune, il a que une jaune. Donc ça ne va pas. Donc il faudrait faire ça, par exemple. On ne peut pas dépasser les billes.
Ah non, on ne peut pas déplacer les billes. Ah ben non. D'accord? Alors je vous donne une solution, parce qu'on pourrait dire, ah, c'est pas possible. Si. Regardez. Je fais des parts avec un seul fruit sur chaque part. D'accord? Là, puis j'ai plus qu'à en donner 3 oranges à l'un, 3 oranges à l'autre, etc. D'accord? Ouais, je suis d'accord, c'est pas une solution honnête. Ça, c'est un vrai massacre. Le but du jeu, c'est de le faire avec le moins de pelles possible. Est-ce que vous arrivez à faire ce partage équitable avec 4, 5, 6 pelles, 2, 3, etc. Et bien entendu, encore une fois, vous allez venir me voir en me disant j'ai réussi à faire 4, est-ce que je peux faire 3? Et je vous dirai, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire 3? Donc l'objectif, c'est réussir à faire quelque chose et ensuite réussir à raisonner et à se convaincre qu'on ne peut pas faire moins. D'accord? Il y a des arguments pour chaque bouche. 3 couleurs, 4 couleurs, elles sont fixées. La première, elle n'est pas fixée. Vous pouvez jouer avec. Ce que je vous conseille pour jouer avec, c'est de vous mettre à 2. La première personne place les billes pour embêter l'autre. Et la deuxième essaye de le faire en moins un coup de couteau possible. Comment je place les billes pour embêter l'autre? Est-ce que je peux vraiment l'embêter? Est-ce qu'il y arrive toujours en un coup, en 2 coups, en 3 coups, etc. D'accord? Ça permet d'engager la réflexion, parce que la première personne va essayer de comprendre comment embêter l'autre, et l'autre va quand même réussir à faire quelque chose, et vous allez pouvoir commencer à réfléchir en disant, finalement, est-ce qu'on ne peut pas toujours en un coup, en 2 coups, en 3 coups? Ok? Les encoches, elles correspondent. Par contre, celles-ci sont fixées. Les encoches correspondent simplement à mettre des... Non, mais une fois. Bah oui, pour que ça tienne. Ah, c'est pour que ça tienne. C'est purement technique. Ça tient. D'accord? Vous avez des petits jetons pour vous repérer de qui à quelle part. Non, les encoches n'ont aucun sens mathématique. Là, c'est purement de la scénographie. Ils nous ont dit on va mettre des encoches à faire tourner les pelles. On a fait ouais, malin. On a fait beaucoup moins malin quand ils nous ont dit on va prendre des pelles et moins. Parce que ça fait du bruit et ça nous énerve. Mais c'est comme ça. Dernier stand que je présente, après je vous lâche. C'est un jeu, j'ai besoin d'un ou d'une volontaire. Ouais, super. Alors là, on ne va pas faire du partage équitable parce qu'on ne peut pas. On a une pizza avec des olives. D'accord. 3 olives noires. Chaque part a un certain nombre d'olives. Ma pizza, elle est partagée en 12. T'aimes bien les olives? Ouais. Donc t'en veux le plus possible. Mais moi aussi. Et le problème, c'est qu'il y a 23 olives. Donc on ne va pas pouvoir avoir le même nombre, t'as raison. Donc en fait, là, dans ce cas-là, moi, ce que j'aime bien, c'est inventer un petit jeu. D'accord? Avec une règle du jeu. Et puis, l'objectif, prendre le plus d'olives possible. Alors, le jeu, il est en 3 parties, 1, 2, 3. Mais il faut vraiment commencer par le 1. Donc, je vous montre juste le 1. Alors, le 1, vous direz les règles du jeu, c'est toujours la même mécanique de jeu, c'est juste les objectifs qui sont différents. Donc, c'est avoir le plus d'olives possible. Alors, toi, tu commences, tu peux prendre la part que tu veux quand tu commences. Évidemment, bon, je vous le montre quand même, elle a pris la part à 5 olives, il n'y en a qu'une. Donc, tu commences avec un bel avantage. La deuxième personne n'a le droit de prendre qu'une des 2 parts libérées. On ne va pas se servir au milieu. Donc là, je peux prendre soit celle-là, soit celle-là. Et toi aussi, maintenant, tu ne peux prendre plus qu'une des 2 qui est sur le tour. Ah, je reprends là. Ah. Bon, et t'en as eu combien? 12. 13, je pense. 13. Je pense qu'on a oublié une. 2, 4, 6, 7, 8, plus 5, 13. Donc moi j'en ai eu 10 parce qu'il y en a 23, donc tu m'as battu. T'es d'accord que t'as un avantage quand même? J'ai commencé, j'ai fait avec le Ouais, t'as commencé, t'as pris... Alors, pour pimenter le truc, c'est que vous, quand vous jouez, la personne qui commence pas, elle a le droit de placer les parts comme elle veut. Par exemple, moi je sais ce que je mettrais autour de la 5. Je sais bien que tu vas la prendre. D'accord? Et on peut commencer à réfléchir comme ça. Et le but du jeu, c'est de comprendre, vous êtes sur ce qu'on appelle un jeu à information parfaite, un jeu à 2 à information parfaite. Information parfaite, ça veut dire qu'il n'y a rien de caché, il n'y a pas de hasard. À tout moment, vous pouvez savoir ce que l'autre va faire, ou peut faire. D'accord? Et dans ces jeux-là, en fait, il y a un théorème mathématique qui vous dit qu'il y a un des 2 joueurs qui a une stratégie gagnante. Une stratégie gagnante, ça veut dire qu'il est sûr de gagner, même contre un ordinateur, même contre un champion du monde. D'accord? C'est-à-dire que quoi que fasse l'autre, de toute façon, il peut gagner. Et la question que je vous pose, qui a la stratégie gagnante? Celui qui place les parts
ou celui qui prend la première? C'est-à-dire en gros, t'es sûr? T'es sûr que si je te place les parts, tu me bats quand même? Non, c'est si tu places et que celle où on prend le plus, entre les deux, il y en a où il n'y en a pas de deux. Bon bah attends, si je place comme je veux. T'es déjà en train de me dire, si tu places comme ci, comme ça, je vais gagner. Ça, c'est pas une stratégie gagnante. D'accord? Une stratégie gagnante, c'est en fait, tu t'en moquerais de savoir comment je place les parts. Tu serais sûr de pouvoir gagner quand même. D'accord? Voilà. Là, tu prends un risque, c'est moi qui place les parts, d'accord? Un bon moyen pour savoir si tu as la stratégie gagnante, c'est que tu viens jouer contre moi. Parce que je connais tellement bien le jeu que je pense que moi je les connais. Ok? Donc, chercher la stratégie gagnante, savoir quel joueur a la stratégie gagnante, la trouver, d'accord? Donc, chercher, raisonner, jouer un peu. Après, quand vous avez trouvé, vous passez au jeu numéro 2. Qui est plus dur, voilà, exactement. Ou au jeu numéro 3, et à chaque fois, vous posez les mêmes types de questions. Voilà, je vous lâche, vous avez au moins 1h20 dans l'expo, même plus, moi je peux être là, autrement non. Allez les petits loups, maintenant il faut bien mélanger. J'espère que ça vous a plu. Vous avez apprécié. Alors là, comme je l'ai expliqué, c'est de bien mélanger pour essayer de récupérer plus de sel. Enfin, s'il y a trop de sel, comment harmoniser un plat. Est-ce que vous pensez alors, vous mélangez. C'est marrant, on se croirait dans Motus, mais c'est sympa. Et là, comme vous pouvez voir les petits loups, le mélange des billes est juste là. Et ça, c'est sympa. Et une fois que tu as fini de récupérer le plat, tu peux écouter. Le fameux « attention, je sais que tu m'écoutes ». Et là, les petits loups, regardez. Hop, on peut savoir à peu près... vous pouvez savoir quelle recette vous avez écoutée. Donc voilà. Et une fois que tu as trouvé la recette, tu penses avoir compris ce que c'était. Soit c'est les pommes de terre sautées, soit c'est une omelette, ainsi de suite. Tu le prends. T'as plus qu'à le mettre là. C'est pour ça qu'il faut bien l'écouter. Ça remue, ça mélange. Qu'est-ce que ça peut être? Une purée, un gratin. La bonne réponse est excusez les petits loups, une de ces 5 recettes. Vous la trouvez, vous la mettez dans le coche. Sympa. Et là, comme expliqué, il y a 11 cookies, il faut les ranger dedans. Donc forcément, ce serait de les mettre comme ça nous en ferait 6 et 9. Est-ce que c'est la bonne solution? Hop. J'en mets 5 là-haut. Et voilà les petits loups. J'ai placé les 11 cookies. 11 cookies moelleux. Ça, c'est sympa. Et après, t'as plus qu'à les ranger, en fait. Et bon, après, il doit exister plusieurs types de cookies. Enfin, oui, plusieurs types de cookies, ça c'est sûr, et plusieurs façons de ranger. Ça, c'est une certitude.
Après, il y a les 27. On va se le tenter. Donc le même principe que ce que j'ai fait. Pour ça, tu vois, tu perds de la place. On les décale pour avoir de la place, ces petits lots. Et logiquement, les 27 devraient rentrer. Faut bien les décaler. Ah, bah attendez. Les 27, ils vont peut-être rentrer comme ça. Est-ce que ça va passer les petits loups? Ah ouais. Ça va le fait comme ça. C'est bon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il va en rester un dernier. Et je pense que c'est le dernier qui va causer problème. Ah, même deux derniers. En fait, Bon. vous avez fait celui-là déjà? Eh ben nous on a réussi à 11. Allez, on va passer au suivant. Donc ça veut dire qu'il en manque un. Comme pour celui à 11 en fait, les petits loups. Faut juste les décaler comme ça. Allez, on essaye. Donc, pas la ligne. On va faire en ligne. Voilà, on va créer de la place. Ces petits loups. Du coup, ça nous fait de la place. Bon, là, on va dire qu'on force quand même. Alors là, il y a trop de Ben voilà. Et le dernier, si on le pousse, il est rentré. En fait, ça veut juste dire gagner de la place en haut pour avoir de la place en bas. Donc, elle est belle. Voilà, ça y est, on a rentré les deux. Une fois que tu as rentré les 27, après... Et là, comme vous voyez, c'est le principe du jeu de la pizza qui nous avait bien expliqué. Et le principe, c'est celui qui aura le plus d'olives dans sa pizza. Donc, comment on ferait? Là, il y en a 5, 9. Donc, c'est comme moi en avoir 5 et l'autre gars d'en face en avoir 9. Et c'est quoi le plus intéressant? C'est avoir plus d'olives ou plus de parts pizza? Parce que si on regarde bien, ça nous ferait 6 parts pizza contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 parts pizza avec olives contre 9 parts pizza sans olives. Donc, soit tu tombes avec quelqu'un qui n'aime pas les olives et t'en manges plus, ou soit la dernière, tu te la découpes en deux. Intéressant. Mais après, il n'y a pas que ça. Quand vous regardez, il y a pas mal d'informations sur la cuisine et les maths. Et ça, c'est intéressant. Regardez. C'est comme celui-là, les petits loups. Les plats, recettes. Choisir une recette. Les bons ingrédients. Et voilà, c'est ça qui est sympa. Et là, déposez le plat ici pour valider votre choix. Donc là, vous avez la recette. Comme expliqué, nombre de pommes de terre et ainsi de suite. Prenez les petits lots. Et une fois que vous avez tous pris les ingrédients, vous posez ici. Et c'est ça qui est intéressant justement. Et là, on entre dans l'espace cuisine et vous avez la petite souris. Bon, je sais pas comment. Enfin bref. Il faut arriver à cliquer sur commencer. Je vais y arriver. Voilà, j'y suis presque. C'est bon, ça. On clique dessus. Voilà.
Voilà, donc cuisiner. Cuisiner avec un fouet. Et là, la dame que vous voyez,